Notre invité en plateau est une des figures montantes du mouvement réformateur. Il a 37 ans, on le dit, très proche de Georges-Louis Boucher, même si le style de communication n'est pas tout à fait le même. Une première vie dans les cabinets ministériels et une deuxième vie en politique active depuis 2012, où il est le président du CPS de la commune de Watermal-Boisfort, et puis depuis 2019, député bruxellois, et depuis 2020, président de la régionale de Bruxelles du mouvement réformateur. On accueille David Lester. Bonjour David Lester, merci d'être avec nous. On va peut-être regarder ensemble des images qui ont été tournées ce matin. Ce sont les images d'une cinquantaine de taxis qui ont manifesté, opération Escargot, avenue Charles-Quint, puis les tunnels de la Petite Ceinture. Et pour les organisateurs de cette manifestation, l'objectif c'est de faire pression sur le gouvernement bruxellois et d'avoir plus de contrôle et plus de sanctions pour les chauffeurs LVC. Vous condamnez cette action des taximens? J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait raccord avec eux, hein? Non, mais ça on le sait depuis le début. Moi je soutiens tous les chauffeurs, que ce soit taxi, Uber, et ici ceux qu'on a condamnés, parce que j'imagine c'est vers ça que vous voulez qu'on arrive, ceux qu'on a condamnés lundi et mardi, c'est de réaliser qu'une nouvelle fois, le ministre-président n'a pas respecté la parole qu'il a donnée à la fois au Parlement et au gouvernement. Oui. Très concrètement, c'est assez technique, mais c'est important de le préciser. Il avait été dit que l'ordonnance Paradra, souvenez-vous, cette ordonnance qui a été votée en décembre, donc c'est la résolution temporaire du problème avant un grand plan taxi. Avant un grand plan qui doit mettre sur la table en fait un accord pour les taximens, pour les chauffeurs LVC, Uber et autres. On espère le plus tôt possible, on attend depuis des années. Cette ordonnance Paradra prévoyait qu'elle touchait tous les chauffeurs LVC, Uber. Rudy Vervoort dit l'inverse. Il a dit l'inverse au Parlement lundi et vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous estimez qu'il a changé de version? Très clairement, et je ne suis pas le seul à le dire. Ses partenaires de majorité, Défi en l'occurrence, Groen aussi, ont eux-mêmes dit, je cite, « Vous ne respectez pas ce qui a été dit et décidé au Parlement et au gouvernement ». Ça veut dire que pour vous, les chauffeurs qui ont une licence wallonne ou une licence flamande, pour Hitch ou pour Uber, ils doivent pouvoir rouler à Bruxelles? Bien entendu. Ouais. Aujourd'hui et demain aussi avec un plan taxi définitif? Mais oui, bien entendu, ça c'est... Il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense, vous savez, votre débat qu'on vient d'avoir ici était intéressant. Si vous augmentez les possibilités de faire appel à un système comme taxi, Uber et autres, c'est toute une série de personnes, de ma génération par exemple, qui ne vont pas acheter de voiture individuelle et qui vont probablement baisser la pression automobile dans Bruxelles et donc moins aussi de gaz à effet de serre, etc., etc. Et donc il faut, c'est une alternative, c'est pas la seule, mais c'est une belle alternative à la voiture individuelle qu'il faut pouvoir promouvoir davantage. Ouais, et donc la manifestation des taximens ce matin qui demandait à ce qu'on contrôle et sanctionne les licences wallonnes et flamandes qui circulaient à Bruxelles, vous n'êtes pas d'accord avec cette manifestation? On n'est pas d'accord, et je ne suis pas le seul, je dis. Les partenaires de majorité de Rudy Vervoort l'ont dit également. Et allez réécouter les débats en décembre, c'était très clair. On a posé la question explicitement. Est-ce que ça touche bien tout le monde? Vous avez parlé de mensonge et de trahison dans le chef de Rudy Vervoort. Ce sont des mots très dur et assez violent quand même. Hein? Oui, mais si vous allez voir le dictionnaire dans le petit Robert, c'est ça. C'est ce qui a été dit en décembre n'est pas respecté en janvier. C'est un mensonge. Alors, on va s'intéresser à un autre dossier qui agite la majorité bruxelloise. C'est un projet de logements sociaux sur le site du Champ des Cailles. C'est à Watermal-Boisfort. C'est la commune dont vous présidez le CPS. Le projet, c'est 70 logements sociaux sur un terrain qui au départ était vide, qui appartenait à une société de logement social. Le terrain a été récupéré pour des activités de maraîchage et d'élevage et maintenant on veut y remettre des logements sociaux. On ne doit pas construire de logements sociaux sur un terrain qui appartient à une société de logements sociaux? Alors, on doit construire des logements sociaux encore à Bruxelles, on est tous bien d'accord avec ça. À Watermal aussi? Alors à Watermal, vous savez, on vient d'en rénover presque 150-200 ici au cours des 2-3 dernières années. Je suis président de CPS, j'en sais quelque chose et donc Watermal aussi, on est la commune qui a en proportion de bâti le plus de logements sociaux des 19 communes, c'est 20%. Donc il n'en faut plus? Et donc on pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même déjà pas mal d'efforts de solidarité qui sont faits. Et derrière ça, ce qui est très important, c'est de dire qu'on doit continuer à construire du logement, pas que social, aussi moyen. On sait, même si le boom démographique est derrière nous à Bruxelles, on doit continuer à en construire. Ce qu'on dit simplement au gouvernement bruxellois, c'est d'arrêter de vouloir systématiquement en construire sur les derniers espaces verts qualitatifs qu'il peut y avoir à Bruxelles. Le Champ des Cailles est un bel exemple. La Free Josaphat est un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à vouloir construire sur ces terrains-là, alors qu'il y a des tas d'autres terrains disponibles sur le territoire bruxellois? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de mauvaise foi, puisque le projet, en l'occurrence, c'est d'occuper un quart de ce terrain du Champ des Cailles et de laisser les 3 quarts à l'agriculture urbaine? C'est-à-dire que quand même, on ne chasse pas les maraîchers qui se sont installés. Là, vous posez une question fondamentale.
En fait, cet espace-là, je suis désolé, ça va tellement le bois fort, mais c'est très important, est un espace, c'est un périmètre où il y a déjà eu, au cours des dernières années, toute une série de constructions ou de rénovations qui ont eu lieu. Ouais, mais les 3/4 du terrain qui reste et 1/4 pour des logements sociaux. Oui, bien sûr, mais un peu plus bas, 100-200 mètres plus loin, on vient d'en construire plus de 40, on vient d'en rénover une centaine et on va encore en construire 40 plus loin. Alors, la solution, elle est très simple. C'est ce que les citoyens ont demandé il y a quelques années, à savoir faire ce qu'on appelle un PPS, c'est-à-dire étudier sur l'ensemble du territoire, y compris le champ d'écailles, ce qui peut être fait et ce qui ne peut plus être fait. Mais ce terrain, il appartient au logis Floréal, en l'occurrence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le logis Floréal, il a un terrain, sa vocation, c'est de faire du logement social, il n'a pas le droit de le faire sur son propre terrain. Il va le vendre alors? Si vous me laissez finir, c'est très important ce que je dis. Ce qu'on est en train de faire ici depuis plusieurs années, c'est d'étudier sur l'ensemble, ce terrain-là, plus plusieurs en bas, ce qui peut et ne peut pas être construit. En juillet, la ministre du Logement, Mme Benamou, a dit « Moi, je ne vais pas respecter cette concertation qui est en cours pour le moment. Quoi qu'il se passe, je construirai. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis tout sur pause. Parce qu'en fait, ça veut dire que si elle construit sur ce terrain du champ d'écailles, elle pourrait très bien aussi aller construire sur d'autres terrains un peu plus bas, renforcer encore plus la pression dans ce quartier-là. C'est ça qu'on veut éviter. Ce qu'on dit, c'est il faut terminer le PPS, terminer cette procédure-là. Sauf que pour l'instant, il est suspendu, qu'on a le sentiment que la commune traîne. Non, c'est la ministre du Logement qui a dit vous pouvez faire autant de concertations que vous voulez, d'études que vous voulez, moi je m'en fous, je vais quand même m'y construire. Est-ce que vous irez comme Olivier Deleuze, vous enchaîner à un arbre et faire une référence à Notre-Dame-des-Landes en France en annonçant que vous serez du côté des zadistes et qu'il y aurait une occupation si jamais la région poursuit son intention de construire des logements sociaux? Non, ça je ne ferai pas. Ça vous ne ferez pas? Non. Bon, alors on va revenir au niveau régional. Défi annonce une proposition d'ordonnance pour interdire l'abattage rituel. Groen et l'Open VLD, parti de la majorité, vont la consigner. Le Parti socialiste estime de son côté que c'est déloyal. Le mouvement réformateur va supporter le texte de Défi ou pas? Nous, on doit être cohérents. Vous savez, la fin de l'abattage rituel, on l'a voté en Wallonie. Donc, s'il y a bien une chose pour laquelle on a toujours voulu être le plus cohérent possible, c'est d'avoir le même discours à Uccle, à Molenbeek, qu'à Charleroi et à Mons. Et donc, oui, on le votera à Bruxelles. Oui, même si pour beaucoup de musulmans et de membres de la communauté juive à Bruxelles, c'est une atteinte à leur liberté de culte. Je sais bien, et on en a rencontré beaucoup ces dernières semaines. J'ai même été visiter moi-même les abattoirs d'Anderlecht. Je pense que c'est important d'aller constater sur place la différence entre l'abattage classique et l'abattage rituel. Ça permet aussi de se faire une opinion. Et donc, je reste convaincu qu'en effet, il faut mettre fin. Mais il y a deux éléments qui sont très importants. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit probablement une fin progressive. On ne peut pas du jour au lendemain, en effet, mettre un terme à toute cette économie autour. Et le deuxième élément... Donc il faut un phasing out. Il faut un phasing out. Ce ne serait pas une fermeture, non, pour nous, une interdiction pure et simple du jour au lendemain. Pour nous, il faut quand même prendre en considération tout l'impact économique, parce qu'il est assez lourd dans ce quartier-là. Il y a beaucoup de familles qui en dépendent. Et donc, il faut un phasing out et il faut probablement un soutien économique derrière aussi pour pouvoir se renouveler et trouver d'autres opportunités. Alors, on va parler d'élections. C'est en 2024. Il y aura une grande échéance, parce qu'il y aura d'abord des élections générales, fédérales, régionales, et puis des élections communales dans la foulée. Dans une interview très remarquée au journal La Dernière Heure, il y a 3 jours, vous avez annoncé que le mouvement réformateur allait se réorganiser en vue des élections communales de 2024. Et vous avez notamment évoqué dans cette interview Scarbeck et Saint-Gilles. Vous êtes donc le président de la régionale du MR. Ça veut dire qu'on va avoir des surprises. On peut employer le terme de parachutage ou il vous embête? Non, parce qu'il est classique. Et si on emploie ce terme, ça veut dire que j'aurais au moins réussi à redynamiser et retrouver toute une série de personnalités qui veulent bien à nouveau s'investir. Ça veut dire qu'il faut des nouvelles têtes dans un certain nombre de communes. Il faut amener des renforts, en effet. Oui, parce que ce sont des communes qui elles-mêmes le demandent. Ce sont toute une série de mandataires de membres dans ces communes-là, qui sont fortement impliqués depuis de nombreuses années, mais qui ont besoin de renforts, qui ont besoin de soutien. C'est ce qu'on veut essayer de leur apporter. Ce sont des gens qui viendront de Wallonie, ce sont des gens qui viendront de la société civile, ce sont des gens qui vont réellement s'investir à Bruxelles ou ils viennent juste faire un petit tour pour les élections et puis après, si c'est raté, ils s'en vont? Non, ce sont des Bruxellois, soit de politique, soit de la société civile, qui veulent s'investir. On peut déjà avoir des noms? Pas encore. Pas encore. Merci beaucoup, David Lester.